Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, maintenant je vais aller directement droit au but et que c'est on va dire une toute dernière entre guillemets de l'année 2018, vu comment j'ai pas toute la collection complète des DVD de Catch de 2018, 2017, la moitié de 2016, quelques-unes en 2015, 2014. Bref, il y en a qui m'en manquent énormément, que ce soit même 2019, 2020, ouais, bref, etc. Et sans trop vous tarder, je vais vous montrer directement la couverture. Comme ça, on va droit au but et on va pas tourner non plus autour du pot. Survivor Series 2018. Oui, toujours dans le délire Raw contre SmackDown. Et que là, on voit tous les catcheurs et catcheuses sur l'affiche. Et là, on voit les affrontements, Team Raw du côté des hommes, Team SmackDown aussi, et pareil chez les filles. Et là, l'affrontement entre Charlotte Flair et Ronda Rousey, la première fois qu'ils s'affrontent, et la première fois qu'ils s'affrontent aussi entre Bryan et Lesnar. Et il dure 3h26 en anglais. Oui, parce qu'il faisait plus déjà les versions françaises, même si je crois qu'on a eu l'occasion de le voir à la télévision. Oui, parce que c'était pas encore fini, c'était en 2019, lors d'une dernière session de 2019 à la télé, que je me rappelle que c'était Stamping Ground, le tout dernier, qui a été édité en français. Après, Extreme Rules ne va pas être édité en français. Mais bon, je pense que vous le saviez. Si vous ne le savez pas, maintenant, vous le saviez avec l'information que je vous ai directement dit, comme ça. Prenez-en, c'est cash. Voilà, je vous donne. Et qu'il n'y a pas de bonus, peut-être un interview, mais par contre, il n'y a pas un match en bonus, alors qu'il y a un match directement qui est dans le kick-off, mais qui n'est pas, on va dire, cité dans le DVD. Donc, Team SmackDown, dans l'équipe SmackDown, il y a les Usos, il y a les New Day, il y a Sanity. Ouais, Sanity. Qui connaissait Sanity? Le clan de Eric Young, avec Killian Dane, et même avec Alexander Wolf. Ou parmi d'entre eux, il y avait aussi Nikki Cross qui faisait partie. Bref, qui se rappelle de ça? Il y en a qui diront « Ah, ça me dit rien du tout. Ouais, ça me dit quelque chose. Ah non, ça me dit pas quelque chose. » Bref, au moins, je vous dis sur ce clan-là. Donc, il y avait que Eric Young et Killian Dane. Ensuite, les Good Brothers, donc Gallows Anderson. Les Colons, donc les frères Colon. Et Pico et Primo, bien sûr. Ouais. Et en accompagnateur, c'était Kofi Kingston et Alexander Wolf. Tandis que Xavier et Biggie faisaient équipe. Et contre la Team Raw, bien sûr. Donc Bobby Roode avec Chad Gable. Bien sûr, la Team Glorieux. The Revival, Scott Dawson, Dash Wilder. Le B-Team, Bo Dallas, Curtis Axel. Lucha House Party, donc Lince Dorado, Kalisto. Et qui sont accompagnés par Glenn Metallic. Et Ascension, bien sûr, Connor et Victor. Alors, je vais pas trop, on va dire, trop m'attarder dessus, si ce n'est que c'est victoire de l'équipe SmackDown. Me demandez pourquoi, je vous dis que c'est victoire de eux. Et que je me rappelle qu'ils ont marqué un point. Et quand vous regardez ce show, oui, quand vous regardez ce show, vous allez peut-être dire pourquoi 0 à 1. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir, dans la carte principale, l'équipe de Raw, elle domine. Alors que l'équipe de SmackDown, au début du kick-off, ils ont marqué un point. Ils ont marqué un point. Donc normalement, c'est un partout. Ouais, parce qu'ils étaient encore dans le délire des chiffres pour voir qui a remporté la confrontation. Et je vous dis, vous allez regarder justement le pay-per-view. C'est Raw qui domine. Et apparemment, 0 du côté de SmackDown. Enfin, j'abuse, mais il faut se mettre en haleine. Et c'est un petit peu du n'importe quoi. De la part de la WWE à cette période, c'est du gros n'importe quoi. Et bon, je vais pas tourner autour du pot pour si longtemps. 3,40 direct, je le mets ça, malgré que c'est un kick-off.
Et maintenant, c'est du côté de chez les femmes. Donc, Team Raw du côté de chez les femmes. Alors, il y avait Mickie James, Nia Jax, Tamina, Bayley, Sasha Banks, avec Bayley, avec Bayley, non, avec Alexa Bliss contre l'équipe de SmackDown de chez les filles, Naomi, Carmella, Sonya Deville, Asuka et Mandy Rose. Oui, direct, je vous dis tout de suite direct. Et que je me rappelle des éliminations par-ci par-là. Là, on voit que Nia Jax, elle veut éliminer Asuka. Un truc qu'elle aura fait, alors que pauvre Asuka, elle, qui était aussi dominante, et qu'elle se fait rocher par Nia Jax. Bref, c'est pas très respectueux. Je trouve ça pas très respectueux, en tout cas. Bon, je fais court. Donc, c'est l'équipe de Raw qui remporte. Et normalement, je vais vous dire ça, normalement, ça devait pas être Becky Lynch, enfin, ça devait pas être Ronda Rousey face à Charlotte. En fait, ça devait être Becky Lynch et Charlotte. Mais suite, on va dire, à une attaque dans les coulisses de Raw, parce que, oui, SmackDown envahit les coulisses de Raw pour attaquer Ronda Rousey et attaquer tous les rosters de SmackDown, de chez les filles. Et ben, il y a une confrontation générale. Et que parmi d'entre elles, il y avait Becky Lynch et Nia Jax. Et que Nia Jax, je sais pas si elle a fait exprès ou alors c'était voulu. Eh ben, elle donnait une sacrée droite à la face de Becky Lynch. Donc Becky Lynch, elle se retrouve en sang. Je me demande si elle n'a pas eu le nez cassé ou... Parce que je sais bien qu'ils ont parlé d'un commotion cérébrale plus un nez cassé. Et que malgré en sang, eh ben, elle a du courage, la petite. Elle a vraiment du courage. Car malgré ensanglanter, malgré qu'elle s'est mangé une grosse patate de fourrin, elle continue à asséner son attaque sur Ronda Rousey. Et après, on apprend du côté de SmackDown qu'elle passe le relais à Charlotte et que les deux font un câlin, alors que les deux ne s'apprécient vraiment guère. Vraiment guère. Donc les plans ont été changés et qu'on pourra remercier Nia Jax, parce que oui, sans ton intervention, on n'aurait pas eu cette confrontation pour la 13e fois ou même plus, parce que c'est vrai que Becky et Charlotte se sont énormément affrontées. Mais on ne peut pas la remercier pour autant, vu comment elle n'a pas été non plus très professionnelle, ou alors elle était très difficile en étant professionnelle, car en même temps, Nia Jax, on dirait qu'elle est en train de botcher. À chaque fois, ce qu'elle fait, c'est botch. Alors que forcément, son catch, c'est pas impressionnant. Mais bon, de toute façon, c'est l'équipe de Raw qui remporte. Et que ce match-là, ben, 3,5, je mets ça, 3,5. Ensuite, un très bon confrontation. Et c'est une rencontre entre le champion intercontinental représentant de Raw, Seth Rollins, contre le champion des États-Unis représentant de SmackDown. Je ne sais pas si j'ai dit représentant de Raw pour Seth Rollins, parce que à la bonne vieille époque, Seth Rollins c'était Monday Night Rollins, et que c'est encore Monday Night Rollins, même si il apprécie les deux shows en même temps. Donc oui, représentant de Raw, le champion intercontinental Seth Rollins, contre le champion des États-Unis, représentant de SmackDown, Shinsuke Nakamura. Eh bien, qui aurait rêvé mieux entre les deux hommes qui s'affrontent? Et qu'ils essayent de nous produire un très bon combat. D'ailleurs, c'est un très très bon combat. Je pense pas que avant la WWE ils se sont déjà rencontrés. Je ne pense pas du tout. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Shinsuke Nakamura au Japon, c'est un adieu. Ou un demi-dieu, on peut appeler ça comme ça. Vu comment au Japon, on catch de manière traditionnelle, que ce soit de la technique, de la violence. Bref, de manière très pure et dure. Et Seth Rollins, ben lui, il essaie de faire ses marques dans les circuits indie, notamment à la Ring of Honor où il a remporté le titre suprême de là-bas, jusqu'à finir à la WWE. Donc c'est vrai qu'il y avait une énorme différence et pourtant ils nous sortent un très bon match. Et un coup qu'on se demande, est-ce que c'est Nakamura qui va remporter? Est-ce que c'est Seth Rollins qui va remporter? Il y en a qui diront c'est plus logique de faire gagner Seth Rollins parce que voilà, vu comment il est au top de sa carrière et qu'il est forcément au top physiquement et il est prêt à tout, tandis que Nakamura, ben, c'est maintenant celui qui est détesté parce qu'il a fait un heel turn
Et en même temps, la WWE, on va pas se le cacher, ne savait pas comment mieux utiliser un peu Shinsuke Nakamura. Même s'il était satisfait de sa situation, mais nous, on voulait le voir en tant que grand main eventer. Hein. Un truc qui n'est pas arrivé parce que, voilà, il a des défauts. Mais pourtant, il catch de manière pro, très pro. Mais bon, après les échanges du à toi à moi entre Seth Rollins et Nakamura, c'est finalement Seth Rollins qui vient à bout de Shinsuke Nakamura avec un stomp pour la victoire directement. Et du coup, ce match-là, vu comment c'est un des meilleurs matchs de la mid-card de la soirée, je lui mets un 3,60. Je lui mets ça, oui, j'ai pris un risque. Ouais, vu comment WrestleMania 34, c'était pas non plus la très grande joie et que ça m'a pas non plus donné envie de donner du mien parce que on connaît la réputation de ce show et que Survivor Series, c'est un petit peu le même cas, mais en mieux, vous voyez bien. Et que voilà, j'en ai fini là-dessus. Maintenant, je passe au match par équipe. Encore champion contre champion, bien sûr. Champion du côté de Raw contre champion du côté de SmackDown. Alors, les Authors of Pain, donc AOP, Akame Razar, accompagné par Drake Maverick. Contre The Bar, l'équipe composée de Cesaro et Sheamus, accompagné par le Big Show. Oui. Et je vais pas, on va dire, faire une mauvaise critique sur ça, si ce n'est que c'est pas trop mal, à part, on va dire, à la fin qui m'a laissé un peu perplexe. Bref, c'était une blague de gamin, on va dire ça comme ça, parce que je me rappelle la fin, et que j'ai failli pas capter, mais même à l'époque, j'avais même pas capté avant, mais si vous regardez bien, il y a quelqu'un dans le public qui ne fait plus partie de la WWE et qu'il se la joue incognito. Il se la joue incognito. Et que je sais pas si vous avez déjà entendu les gens parler sur ça, sur YouTube. Je sais pas, ça peut être du côté de Ali de Catch Club ou j'allais dire un autre, Stury ou peut-être Axel. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Mais en gros, Enzo Amore s'est introduit dans le show. Bien sûr, ça fait pas partie de la storyline vu comment il est viré et que je vous rappelle, il y avait une histoire de chelou dans les coulisses. Comme quoi, il se comportait très très mal. Il fait genre j'en ai rien à foutre, je suis un thug. Voilà, Thug Life my gueule. Il se la joue comme ça, car il est comme ça. Et que vous le voyez dans le public. Vous allez peut-être chercher partout, mais regardez très très bien. Et que on le voit avec son t-shirt, je crois, parce que je l'ai vu avec son t-shirt officiel de la WWE. Et que si je crois bien, à un moment donné, ça n'a pas été filmé par les caméras. Pourtant, on le voit au premier rang, mais au moment où il fait une dinguerie, ça n'a pas été filmé par les caméras. Et que la sécurité l'ont vite reconnu parce que c'est sûrement le staff de la direction qui a vite, on va dire, capté qui était dans le public. Eh bien, il s'agissait d'Enzo Amore, donc ils ont mis des sécurités pour voir s'il fait quelque chose de stupide. Ben, faites-le éjecter, les gars. Donc, en gros, parce que ça a été filmé par un téléphone d'un mec, eh ben, un gars ou une meuf, ça dépend lequel, a filmé la scène comme quoi Enzo Amore serait levé et qu'il a commencé à lever la voix et que, si je crois bien, pour la promotion de son album de rap, j'avais vu 2 clips où il rappait, mais c'est pas non plus forcément exceptionnel pour moi, car je ne suis pas non plus un grand connaisseur du rap US. Français, ça peut encore, on va dire, m'y connaître, mais US, j'aime bien, mais pas, on va dire, grand connaisseur. Eh ben, un coup qui s'est fait, on va dire, remarquer, eh ben, il se fait éjecter par la sécurité. Ça n'a pas été montré par les caméras. Donc, on va dire, entre les AOP et le bar, ça a été un peu brutal.
jusqu'à ce que le moment stupide va arriver. C'est quand on va dire, si je crois bien, Drake Maverick qui casse le compte de l'arbitre parce que voilà, le bar allait remporter le match. Je crois que c'est Cesaro ou Sheamus qui part à la poursuite de Drake Maverick et que ce dernier court et qui va courir droit dans un mur qui est le Big Show. Donc il se fait accueillir et c'est là où le Big Show il commence à le prendre par la gorge et à dire toi mon petit, je vais te choc-slammer vers l'enfer ou alors vers le sol pour que tu regrettes de pas t'interposer. Et après par on va dire peur et là on se demande quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il fait une convulsion? Et le moment le plus drôle, un petit peu drôle, parce que j'avais vu l'expression des deux catcheurs, et même l'arbitre, parce qu'au début, c'était un petit peu drôle de voir la réaction, en disant, qu'est-ce qu'il a? Il est constipé, il fait une dépression, qu'est-ce qu'il a, le pauvre Drake Maverick, alors que le Big Show, il vient juste de le prendre par la gorge. Eh ben... Et ben les catcheurs étaient en train de le regarder, l'arbitre aussi, comme ça, comme des petits curieux. Et après, on apprend, parce qu'on a vu qu'il a porté un genre de... On va dire un pantalon gris, blanc. Enfin, chez nous, on appelle ça un training. Mais on peut appeler ça aussi un jogging. Alors que d'habitude, Drake Maverick, il porte un pantalon. Mais sauf que ce jour-là, il a porté un jogging. Avec sa veste en cuir. Et qu'on voit, on va dire, qu'il s'est pissé dessus. Et en plus, c'est même pas une grosse flaque de pisse, hein. C'est une petite flaque, une petite comme ça. Et pas une grosse flaque. Et après, tu vois le Big Show. Il s'est pissé dessus. Et ça permet à l'AOP de remporter la victoire avec leur prise finish. Bref, c'était nul, c'était nul. Ce scènement-là, c'était enfantin. C'était tellement enfantin. Et que... Bon, certes, match quand même bon, mais seulement là, c'est nul, c'est nul. Et ben je lui mets un 3,40 pour le coup. Bien sûr, je ne vais pas mettre en compte ce petit segment-là. Voilà, ce qui est dit. Alors maintenant, pour le titre Cruiserweight, oui, en match simple pour le titre. Buddy Murphy contre Mustafa Ali. Alors, si je crois bien, Buddy Murphy, lui, il a remporté le titre Cruiserweight des mains de Cedric Alexander, je crois, alors qu'il était chez lui à Melbourne, en Australie, lors du Super Showdown. Pas le Super Showdown de l'Arabie Saoudite, parce que sachez que j'avais regardé que ce soit le Greatest Royal Rumble, c'était un peu bien, un peu pas mal. Même si on a compris d'où venait cette supercherie. Et Crown Jewel, j'ai pas apprécié Crown Jewel. Alors certes, quand on dit Crown Jewel, on a l'impression qu'on fait allusion à Jewel, on m'appelle l'OVNI. Bref, quand on dit Crown Jewel, on a l'impression qu'on dit Jewel. Alors que ça n'a aucune comparaison avec Jewel. Donc c'est que Crown Jewel. Donc en gros, le joyau de la couronne. Même si je me rappelle la petite, on va dire, punchline qu'avait glissé French Wrestling Beast avant, quand il faisait des reviews de ce qui s'est passé à Raw et SmackDown, et bien lui il disait Clown Jewel. En gros, le joyau des clowns. Ah, parce que le booking catastrophique de McMahon résumait à ça. Bon, après il avait toutes ses raisons de dire ça, parce que oui, c'était pas très fonichon, et on s'attendait... au pire, et normalement au pire, on a eu surtout le main event entre DX et Brothers of Destruction. Ça a été, on va dire, la plus grosse purge du siècle. Pas à cause des hommes, mais parce que voilà, les hommes, ils sont plus en mesure de faire des grands matchs à 100%. Même s'il y en a qui aiment bien les matchs d'une heure. Comme Triple H. Car on sait que Triple H, il adore faire des matchs qui durent un peu plus longtemps. Et que... quand il combat très très longtemps, maintenant on connaît un peu ses raisons pourquoi il a un petit peu, on va dire, mis sa carrière de côté pour éviter de faire trop de matchs dans l'année. Et Undertaker, lui, il était déjà cuit, hein, il était déjà cuit un peu, pas physiquement, mais il était tout le temps essoufflé, il respirait un petit peu pas très bien.
quand il combat. Bref, c'est un peu comme ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du cardio. Mais bon, vous avez compris le délire. Et pareil pour Kane, c'est un peu exactement pour Kane que je fais aussi allusion. Donc vous avez bien compris, du fait de tout là, ben, c'est l'équipe de Raw qui domine. Et que du côté de Cruiserweight, et ben là ça va être différent. En plus, c'est un super bon match entre Mustafa Ali et Buddy Murphy. Et que peut-être que Buddy Murphy aurait pu devenir champion Cruiserweight. Mais il faut pas trop se précipiter trop vite. Voilà. Faut pas trop se précipiter. Il avait d'autres chances, mais il a pas non plus, on va dire, réussi fort sa chance. Alors qu'on sait qu'en 2019, ça devait être lui à triompher le main event. Vu comment au Money in the Bank, Mustafa Ali, il n'était pas loin d'une victoire d'avoir la mallette. Hein. Oui, je me rappelle très bien de ça, mais je ne vais pas faire de résumé, car je ne l'ai pas. Et qu'en gros, ben, malgré que Mustafa a su très bien, on va dire, gérer cette rencontre, c'est à la fin Buddy Murphy qui bat Mustafa Ali avec son Melbourne Driver, je crois. Ouais, je crois qu'il fait ça. Et que c'est victoire de ce dernier, ce match-là, 3,40. Je mets ça 3,40. Donc c'est vrai que ça fait 2 fois 3,40. Ou alors, même pas 2, ça fait 3. En gros, je ne sais plus. Bref, je passe. Encore du côté de Raw, cette fois-ci. Oui, encore. Du côté de Raw, ben, il y avait Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Braun Strowman, Finn Balor, Bobby Lashley et Baron Corbin avec Leo Rush. Attendez. Avec Leo Rush, d'accord. Et dans l'équipe SmackDown, ben, il y avait le Miz, Shane McMahon, Rey Mysterio, Samoa Joe et Jeff Hardy. Donc match traditionnel de 5 contre 5. Bon, après, la plupart des équipes ont été éliminées. Et que lorsqu'il restait plus rien, eh ben, il restait que Shane McMahon face à, on va dire, Braun Strowman, Drew McIntyre et Baron Corbin. Donc je crois qu'il est seul, mais après, il se fait ratatiner. Et en plus, vous avez enfin compris, c'est victoire de l'équipe de Raw. Je vous le dis tout de suite, c'est victoire d'équipe de Raw. Et ce match-là, ben, 3... Je ne vais pas dire que c'est un des meilleurs, on va dire, matchs comme ça, mais je lui mets un 3,5. Je suis un petit peu, on va dire, très très réticent. J'ai pas trop non plus accroché, car on a compris que l'équipe Raw domine de chez domine, tandis que l'équipe de SmackDown, en ce moment, ils sont totalement en PLS dans ce show. Hein. Alors que je vous rappelle qu'au début de show, c'est l'équipe SmackDown qui remporte un point. Donc ça aurait pu être un partout. Et que là, de dire que SmackDown n'a pas remporté un point, c'est dramatique. C'est dramatique. Tu enterres carrément un roster qui, on va dire, qui se fait décrédibiliser de manière honteuse. J'ai pas d'autre nom à vous dire. Donc voilà, 3,5, je vous dis, je vous le mets ça. Ensuite, un match simple entre deux championnes. Ronda Rousey, représentante de Raw, et Charlotte Flair, représentante de SmackDown. Alors oui, c'est un test pour elle, justement, vu comment on sait bien que c'est une toute nouvelle, c'est une rookie, et que Charlotte, elle a quand même plus d'expérience que Ronda Rousey dans le catch. On va pas se le cacher, hein, quand n'importe quelle catcheuse catch, c'est bien sûr la catcheuse que Ronda a en face qui est plus expérimentée. Mais j'ai un petit peu du mal aussi avec Charlotte, car certes, elle est trop mise en avant, il n'y a aucun doute, et qu'en plus, elle était face, mais à la fin, elle va devenir heel, et je ne vais pas vous le dire tout de suite, vu comment je vous le dirai après. Ouais, donc c'est ça ce qui posait problème, mais aussi, elle a un côté, on va dire, on ne sait pas si elle est professionnelle, ou alors, elle shoot pour de vrai. Ou alors, ça peut arriver que Ronda est nerveuse, et que, à son tour, elle aussi, elle peut shooter. Ah, parce qu'il y a un problème, hein, si on est très très nerveux. Certes, t'es nerveux, mais ne le sois pas, on va dire, très nerveux, comme si t'étais une boule de nerfs qui était très explosif et qui est prêt à se lâcher et que ça fait une grosse météorite dans l'arène. Bref, faut pas trop être nerveux. C'est vrai que il y a un peu le problème. Hein. C'est vrai qu'on est débutant, on ne sait pas comment se comporter, on ne sait pas si
si, on va dire, ils nous regardent ou alors ils vont nous faire une mauvaise critique. Parce que c'est vrai, les critiques, ça peut arriver qu'on a des mauvaises critiques en disant il a pas été, on va dire, très divertissant. Il n'a pas été très joueur sur ce coup-là. Il n'a pas fait plaisir aux fans. Vous voyez, des choses comme ça. Ou alors, il a été nul sur ce coup-là. Donc ça veut dire qu'il a très mal catché. Ça dépend des réponses comme ça. Ça peut arriver qu'on a des réponses comme ça. Par exemple, si vous voulez débuter dans le catch de votre région, pas forcément en Belgique, hein, mais en France, en Suisse, même en Allemagne, aux Pays-Bas, du fait que vous êtes, on va dire, fan de catch et que vous voulez s'y intéresser et que vous commencez à débuter à avoir des petites bonnes compétences ou alors où vous avez un certain potentiel, vous voudrez essayer vous investir dans ce que vous faites et que là vous êtes nerveux, c'est vrai que c'est un petit peu problématique. Alors que les vétérans sont un petit peu là pour vous épauler, que ce soit en faisant la préparation d'un show ou alors en plein match, hein, alors que vous êtes censé être ennemi. C'est une hypothèse. Certes, je casse un petit peu le mythe, mais je ne suis pas là pour décrédibiliser les catcheurs ni les catcheuses. Car sachez, ce qu'ils font, c'est du grand art. Et s'ils font de la bonne violence, bien maîtrisée, ça peut, on va dire, attirer des vues. Attirer des vues. Donc il faut avoir une certaine visibilité. Et que là, on va dire, c'est un test et qu'on ne sait pas si Ronda, elle shoot ou alors elle se comporte de manière professionnelle, parce qu'elle aussi, ça peut arriver qu'elle peut shooter en plein match. Hein. Et que je ne sais même pas si dans la vraie vie, elle était réellement ennemie avec Becky Lynch, ou alors tout ça, c'était qu'une storyline. Bref, je ne sais pas si c'est du vrai ou du faux. J'ai du mal à différencier sur ça. Bon, après, elle s'est défendue pas mal, hein. Ronda, que ce soit Ronda ou Charlotte, que ce soit Charlotte ou Ronda, bref, vous avez compris, c'est les deux qui font un jeu de ping-pong. Parce que quand c'est du à toi à moi, ben, c'est du jeu de ping-pong. Et que lorsque, si je crois bien, Ronda voulait directement finir avec Charlotte, mais sauf que Charlotte, elle casse le rythme en calmant l'atmosphère et peut-être en affaiblissant son adversaire pour remporter le match. Mais sauf que, voilà, vu comme on a compris qu'elle était en grande difficulté, eh ben, elle commence à utiliser de manière forte la chaise. Donc, elle se fait disqualifier exprès pour matraquer Ronda. Donc, elle commence à lui asséner des coups de chaise, bref, à la torturer. Et que, du coup, ben, ça laisse Ronda, certes victorieuse par disqualification, mais entre autres, battue. Elle est un peu battue sous ce coup-là. Donc, elle officialise son heel turn, Charlotte, et que ça pourrait continuer cette storyline dans quelques mois, enfin dans pas mal de mois, quoi, parce que je me rappelle, ça a duré même quand Ronda n'était pas là. Bon, ce match-là, bon, pas mal, je le mets 3,50. Pour ce coup-là, je mets ça. Et maintenant, le main event, parce que oui, je l'ai sur les yeux. Pas ici, vraiment pas là. Sous mon téléphone, le main event, Brock Lesnar contre Daniel Bryan. Alors, Daniel Bryan, lui, je vais aller directement avec lui. Je me rappelle que lorsque Samoa Joe avait remporté sa place pour intégrer l'équipe de SmackDown, eh bien, il narguait Daniel Bryan. Daniel Bryan prend ça pour une manque de respect, commence à matraquer Samoa Joe. Et qu'il commence peu à peu à changer de comportement. Et c'est lors d'un SmackDown grand suivant qui veut défier, on va dire, AJ Styles pour son titre. Et qu'on se dit, peut-être que c'est amical ou du fait exprès. Eh bien, là, Daniel Bryan commençait à être agressif envers AJ Styles. Donc, il commençait à lui lâcher des mots crus, à lui lâcher des droites sévères, des coups de pied qui sont, on va dire, virulentes. Et que, à la surprise générale, alors que l'arbitre ne voyait rien, eh ben, il donnait un coup de pied dans les couilles de Styles pour lui faire son running knee pour la victoire. Donc il arrive à défaire AJ Styles pour le titre et qu'on apprend que c'est lui qui va affronter Brock Lesnar. Alors que moi je me suis dit, quand c'est normal, j'étais un peu jeune, j'étais un peu insouciant,
je me disais, ouais, mais c'est impossible qu'un petit gabarit peut surpasser un gros gabarit. Car moi, j'étais un peu sous cette mentalité, car je me disais, c'est pas crédible. C'était pas crédible, et pourtant, il y a des choses qui sont possibles. Faut pas juger sur les apparences. En gros, je me croyais que Lesnar va le manger tout cru. Il va vraiment faire joujou avec avant de le détruire. C'est un petit peu près le cas, mais on va dire de manière très courte. Donc c'est lui qui va affronter Lesnar, alors que ça devait être AJ Styles pour la deuxième année consécutive, mais il n'y aura pas de deuxième année consécutive. Et donc, on voit, on va dire, Daniel Bryan qui commence à se transformer. Le Yes Movement est encore là, mais par contre, il ne veut plus communiquer avec la foule. Il commence à modifier sa manière d'être quand il fait son entrée. Et que c'est là où le nouveau Daniel Bryan était en train sur le point d'apparaître. Parce que oui, il était sous la gimmick du nouveau Daniel Bryan. Une gimmick de plus en plus écolo, quelqu'un qui adore, on va dire, la nature. Et en plus, on sait que Daniel Bryan, il adore tout ce qui est nature, l'horticulture, il adore tout ça. Et que vous savez bien qu'il est vegan. En gros, il est végétarien. Bon, après, c'est son choix, hein, parce que j'ai pas envie de critiquer les véganes ou les végétariens ou tout type de complexe qu'ils aiment pas trop la viande. Bref, c'est un truc que je peux même pas discuter. Et qu'il n'avait pas encore Rowan à ses côtés, pardon. Tandis que Lesnar, lui, il a toujours Paul Heyman à ses côtés, même si on sait bien, plus maintenant. Donc je me rappelle au début, Daniel Bryan commençait à narguer Brock Lesnar en faisant ses petits pas habituels, même si voilà, il jouait à chat et à la souris avec Brock. Mais après, si je crois bien, Brock, il le calme, il fait des German suplex, et si je me rappelle bien, il a suffi de un F5 manqué, ou alors un 2 F5, ça calme directement Daniel Bryan, et il a suivi de un troisième pour qu'il contre, et que ça permet à Daniel Bryan de lui faire un coup de pied dans les parties de Lesnar, pour s'acharner en faisant des yes kicks et des running knee. Donc il se montre au-dessus de lui, pour ce coup-là, même si je me rappelle qu'il commence à le piétiner avec des coups de pied. Et d'ailleurs, c'est des coups de pied qu'on peut possiblement avoir sous la figure, si on les prend très bien. Et déjà, je ne sais pas comment on doit bien le prendre, hein, si on se prend un coup de pied. Bon, après, c'est des longues minutes de domination, que ce soit de Bryan ou de Lesnar, même si d'habitude, c'est Brock Lesnar qui domine toutes les rencontres. Et que là, c'est dû à toi à moi, même à chaque fois que Daniel Bryan revient, eh ben, il y a une grosse réaction de la foule. Une énorme réaction de la foule. Malgré qu'il est méchant. Et pour finir, oui, pour finir, je veux passer à la fin. Un F5 de plus, ça met KO officiellement Daniel Bryan, j'allais dire Brock Lesnar, parce que j'ai jamais vu Brock Lesnar se mettre KO lui-même avec un F5, à moins que c'est possible dans le jeu, mais pas dans la vie réelle. Donc voilà, vous avez au moins compris. Donc un ultime F5 sur Daniel Bryan pour la victoire. Voilà, donc en gros, dans la carte principale, c'est Raw qui domine, et SmackDown ne domine même pas, alors que dans le kick-off, ils ont remporté un point. Donc ça aurait pu, on va dire, je vais dire ça comme ça, c'est du 1 à... Attendez, je vais lire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 à 8. Alors que dans le show, c'est 8 à 0. Donc rendez-vous compte, c'est du 1 à 8. Bref, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi sur ce coup-là. Bon, après, vous avez le droit d'aimer ou pas apprécier le show. Du fait que vous avez l'idée claire. Si vous n'avez pas l'idée claire, vous n'êtes pas objectif. Même pour l'instant, j'en reste sur ma fin. Donc, j'en ai fini pour cette review. Donc, tout d'abord, le classement. Le débrief, match, les sainements, promo et l'ensemble. Je lui mets
Bon, après, c'était pas non plus un show ultra dingue, hein. Donc, je lui mets un 4. D'office, je lui mets 4. Et si vous me demandez pourquoi je mets des notes comme ça, vous voyez des 3,50, encore aidé. Ah oui, entre Brock Lesnar et Daniel Bryan, j'ai oublié, putain, j'ai failli oublier. Eh ben, je lui mets 3,70. Voilà, je lui mets ça. Donc, un Nakamura Rollins, c'est 3,60 et là, c'est 3,70. Et après, pour Charlotte et Randa, je sais pas si j'ai déjà noté, mais je lui avais mis un 3,50, quelque chose comme ça. Bon, après, si vous me demandez pourquoi je mets des notes 3,20, 3,10, 3,5, 3,40, 3,50, ben, vous saviez, je note de manière sévère et objective. Parce que si je pourrais faire un classement d'une échelle de 1 à 10. Mais sauf qu'on va dire, si jamais je mets ça, c'est un peu abusé. C'est un peu abusé si je fais ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer sur une échelle de 1 à 5. C'est comme un top 5 à la place d'un top 10. Voilà, c'est un top 5. Pour ceux qui n'ont pas compris, parce que je sais qu'elle veut des réponses hors bat. Et d'ailleurs, j'ai vraiment plus de nouvelles d'elle. J'ai vraiment aucune nouvelle d'elle. Ou il, je ne sais plus, on ne sait jamais qui se cache dans les comptes. Voilà. Et que si elle voulait des réponses comme ça, ben voilà, tu as des réponses. C'est ce que je voulais dire. Et d'ailleurs, je le dis depuis de quelle vidéo je disais, quoi. Donc voilà, j'ai clarifié tout ce que je voulais, malgré un petit peu en retard. Et des petites erreurs que j'ai un petit peu commis, même si il y en a, je ne suis pas non plus très attentif, tellement que je parle très vite. Et que je vais toujours droit au but, malgré que mes vidéos durent hyper longtemps. Et c'est pour ça que je vais achever direct. Donc voilà, c'est tout pour cette review. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye tout le monde. Salut, salut.